Au sommaire de cette édition, quelques jours avant l'ouverture des négociations prévues entre le pouvoir et l'opposition, le président nigérien a mis en garde ce jeudi le Togo contre l'instabilité politique. Après un retrait soudain en 2013, la Gambie a été de nouveau réadmise au sein du Commonwealth ce jeudi. Et puis en Ouganda, chez les Pokotes, les aînés rejoignent la lutte contre l'excision. Encore quelques heures de patience et les Guinéens seront fixés sur les résultats des élections locales de dimanche. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, seule institution habilitée à proclamer ces résultats, annonce qu'ils seront rendus publics dans les plus brefs délais. Puisque les circonscriptions ne sont pas liées entre elles, donc nous allons vérifier s'il n'y a pas de contentieux autour des procès-verbaux que nous avons reçus et nous annoncerons très rapidement, même si c'est ce soir ou demain, nous annoncerons très rapidement les procès-verbaux, les résultats. Au siège de la CENI, on s'affaire pour respecter le délai annoncé. Seule fausse note, certains procès-verbaux ne sont pas encore parvenus à l'institution. Nous faisons une comptabilisation physique. Nous n'avons pas de technologie pour nous faire parvenir comme dans les autres pays. Ça vient de Zérékoré, 1000 km, il faut que le gars attende que le dernier procès verbal soit rentré, il commence la centralisation, il finit la centralisation, il prend la route pour venir jusqu'à Conakry. C'est ainsi. Donc ce retard-là, peut-être les délais de route et tout, font que jusqu'à présent, nous n'avons pas tous les procès verbaux. Et le président de la CENI d'apaiser les craintes sur l'annulation de procès verbaux. La loi interdit aux magistrats présidents de CACV d'annuler les procès-verbaux. Ils peuvent ne pas tenir compte des chiffres contenus dans ces procès-verbaux-là, dans leurs calculs. Ils sont obligés de motiver la raison pour laquelle ils n'ont pas intégré, mais annuler, cela n'est pas possible. Nous pensons que cela n'a pas été. Enfin, le président de la CENI s'est prononcé sur les violences post-électorales en déplorant les pertes en vies humaines. Le président et son probable successeur Cyril Ramaphosa, le nouveau patron du Congrès national africain ANC au pouvoir, ont engagé officiellement mardi des pourparlers fructueux en vue de négocier la transition. Jeudi soir, l'ANC a assuré que leur conclusion était imminente. Mais pour l'opposition, l'Afrique du Sud ne peut pas continuer à rester dans l'incertitude pendant que les deux hommes clés de la crise continuent à se battre sur les termes du départ de Zuma. Nous avons besoin de sortir au plus vite de cette impasse, a estimé le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, demandant au Parlement d'avancer du 22 février au mardi 13 février une motion de défiance. La balle est désormais dans le camp de la présidente de l'Assemblée, Baleka Mbete, qui peut décider ou non d'accepter la requête. Perdant aussi patience, le parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique EFF a promis une journée ville morte à une date qui reste à déterminer. Le chef de l'État, discrédité par des scandales à répétition, a déjà survécu à 8 motions de défiance depuis son arrivée au pouvoir en 2009. Mais il est désormais lâché par la toute nouvelle direction de son parti, laissant planer la possibilité que cette motion puisse cette fois être adoptée. Les tractations à huis clos se jouent désormais directement entre Zuma et Ramaphosa, qui a fait le point jeudi avec les parlementaires de son parti. Si les négociations s'étirent en longueur, c'est que le chef de l'État, menacé de poursuites judiciaires dans plusieurs affaires de corruption, cherche à obtenir une immunité pour lui et plusieurs membres de sa famille, a estimé un analyste. Se disant inquiet de l'instabilité politique qui règne au Togo, le président nigérien a dans son entretien avec Léné Dimban, ambassadeur envoyé de Lomé, expliqué qu'au sein de la CEDEAO, entendait la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qu'ils travaillent à consolider leurs relations afin d'assurer la paix et la prospérité pour les futures générations. Et selon le président, cela ne pouvait se faire qu'à la condition d'une transition pacifique. Étant le premier chef d'État de la région à s'exprimer sur la crise au Togo,
Muhammadu Buhari n'a pas fait de référence directe à la crise politique qui agite le Togo, mais ce rappel à l'ordre survient quelques jours avant l'ouverture des négociations prévues entre le pouvoir togolais et l'opposition le 15 février prochain. Mais aucune des deux parties n'a pour l'heure confirmé de manière claire son intention d'y participer. Rappelons que Faure Gnassingbé, président du Togo et actuellement à la tête de la CEDEAO, fait face depuis 5 mois à une très forte contestation populaire avec des marches quasi hebdomadaires qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes pour demander sa démission et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Moussa Faki Mahama est en visite à Pékin dans le but d'échanger sur un approfondissement des relations entre l'Union africaine et le régime communiste. Il y est aussi pour inaugurer une représentation permanente de l'Union africaine dans la capitale chinoise. Une occasion indiquée pour rediscuter de l'enquête du Monde publiée fin janvier. En effet, le quotidien français a rapporté que des informaticiens de l'Union africaine s'étaient rendus compte il y a 1 an que des contenus des serveurs de son siège dans la capitale éthiopienne Addis Abeba étaient transférés vers d'autres serveurs à Shanghai, en Chine. Ce sont des allégations mensongères. Et je crois que le moment choisi n'était pas également fortuit. Ce dont je peux vous assurer est que les relations entre la Chine et l'Afrique, comme je les ai décrites, sont inébranlables. Aucune manœuvre de ce genre ne pourrait nous détourner de notre objectif. L'Union africaine est une organisation politique internationale. Elle ne traite pas de dossiers secret défense. Nous sommes une administration et je ne vois pas quel intérêt à la Chine d'offrir un bâtiment de cette nature et d'espionner. Donc ce sont des allégations totalement mensongères et je crois que nous les négligeons totalement. Nous sommes en train de travailler pour le renforcement de cette coopération pour le bénéfice des peuples africains. Et je ne pense pas que c'est ce genre d'allégations qui puissent nous détourner de notre action. En 2016, le commerce entre l'Afrique et la Chine s'est élevé à 150 milliards de dollars. Les entreprises chinoises multiplient les investissements et travaux d'infrastructures dans les pays africains. L'ancien président de ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, Yahya Jammeh, avait décidé en octobre 2013 de retirer son pays du Commonwealth qu'il avait qualifié d'extension du colonialisme à la consternation générale. Le nouveau président Adama Barrow a entamé le processus de réadmission en février 2017, 2 mois après son élection à l'issue de laquelle Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, avait d'abord refusé de reconnaître sa défaite, déclenchant une crise. La demande officielle faite par Adama Barrow le mois dernier pour que la Gambie rejoigne le Commonwealth a reçu le soutien unanime des membres de l'organisation. Cette décision porte de nouveau à 53 le nombre d'États membres du Commonwealth. Quand la Gambie nous a quittés, ce fut un moment de grande tristesse. De tristesse pour la Gambie et particulièrement de tristesse pour le peuple de Gambie. Donc c'est un retour à la maison. Avoir la Gambie de retour dans la famille du Commonwealth est un vrai moment de joie. Nous avons été clairs sur le fait que ceux qui nous ont quittés sont les bienvenus à la maison s'ils souhaitent s'engager dans la charte et les valeurs. Pour les membres qui nous ont quittés, nous espérons qu'ils vont revenir. La Gambie sera invitée à assister au sommet de l'organisation qui se tiendra à Londres en avril. La démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et l'indépendance totale de notre système judiciaire ont été restaurés en Gambie. Et nous invitons donc toute la communauté internationale à venir en Gambie. À l'occasion de sa réintégration, une cérémonie de levée des couleurs a eu lieu dans les jardins du Marlborough House, siège du secrétariat du Commonwealth au centre de Londres. Pour rappel, la Gambie avait rejoint le Commonwealth pour la première fois lors de son indépendance en 1965. Cette femme pocotte, coiffée d'une plume, réalise une excision au milieu de la forêt. Même si la pratique a été interdite en 2010 en Ouganda, elle perdure en secret dans cette région du nord-est du pays.
L'ONU estime que plus de 90% des femmes Pokot ont été excisées. Dans cette communauté traditionnellement pastorale, les hommes peuvent s'absenter pendant de longues périodes. La coupe est une façon de s'assurer que les jeunes femmes resteront fidèles. Je n'ai pas trouvé cela difficile, parce que c'était un processus de la féminité, pour une fille de devenir une femme. Même si c'était douloureux, c'est juste une fois. Dans la communauté Pokot, l'excision marque l'entrée de la fille dans l'âge du mariage. Elle est également un rite spirituel. Pour ces anciens, cette pratique repousse les esprits assoiffés de sang et protège leurs filles. Christine a été excisée quand elle avait 12 ans. Donner naissance a été si douloureux qu'elle ne laissera pas ses filles se faire exciser à leur tour. Chaque fois que j'accouche, les médecins doivent m'ouvrir à nouveau. À l'hôpital, ils nous disent d'arrêter l'excision parce que ce n'est pas bon, parce que nous souffrons. Malgré les efforts des autorités locales et du gouvernement ougandais, la loi contre les mutilations génitales féminines reste difficile à appliquer dans ces zones reculées où la coutume est très ancrée. Pour combattre la tradition par la tradition, des guérisseurs et chefs coutumiers Pokot ont été engagés pour stopper cette pratique. Objectif, faire disparaître les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Des habitants de Hualien, à l'est de Taïwan, se sont réfugiés dans le gymnase d'une école primaire. Les opérations de sauvetage sont difficiles, ce port pittoresque de la côte orientale étant secoué par de nombreuses répliques depuis le tremblement de terre qui a altéré mardi soir de nombreux bâtiments et de rues. Les étages inférieurs d'un complexe résidentiel de 12 étages se sont écroulés, laissant la structure inclinée à 50 degrés, ce qui menace de s'effondrer à tout moment. Le travail des secours est rendu plus périlleux car des répliques continuent de se faire sentir. D'après la Croix-Rouge, l'inclinaison du bâtiment s'aggravait jeudi. Les espoirs de retrouver des survivants dans les étages inférieurs déjà compressés étaient très minces. Le service national des pompiers totalise pour l'heure 10 décès. Au moins 66 personnes sont portées disparues. Il y a 2 ans, un séisme de magnitude identique avait fait plus de 100 morts à Tainan, dans le sud-ouest de l'île. Un complexe résidentiel de 16 étages s'était effondré. Les techniques de construction avaient été remises en cause dans la foulée de la catastrophe. Et 5 personnes ont été condamnées à 5 ans de prison dans cette affaire.